La Coupe du Monde 2022 démarre dans 2 jours. Le monde entier attend cet événement qui a lieu pour la première fois en hiver. Qui succédera à la France, vainqueur en 2018 ? Quel mondial pour le Sénégal qui va devoir se passer de son meilleur joueur, l'attaquant Sadio Mané, finalement forfait ? À quel point l'absence de la star va impacter le champion d'Afrique ? La réponse dans l'hebdo du mondial. Et puis focus sur les Lions indomptables qui vont devoir affronter du costaud en première phase de ce mondial avec la Serbie, la Suisse et le Brésil. Le Cameroun est-il en danger ? Nos prévisions dans quelques instants. Bienvenue dans l'hebdo du mondial, le rendez-vous qui vous met à jour chaque semaine sur l'actualité de la Coupe du Monde et principalement sur le parcours des sélections africaines, Cameroun, Sénégal, Tunisie, Maroc et Ghana. Pour m'accompagner, Mathieu Nicolas, journaliste à la rédaction de Télésud. Salut Mathieu. Bonjour David. Ça va ? Super. Bon, ça commence dans 2 jours, hein. On est super pressés, on a hâte qu'on soit dimanche pour le coup d'envoi. Ouais, on a 5 beaux représentants pour le continent répartis dans différents groupes que l'on va détailler ensemble, Mathieu. Tout à fait, alors tout d'abord pour le groupe A, Sénégal, le champion d'Afrique, est tombé sur le Qatar, le pays organisateur. Alors un petit poussé dans ce groupe. Les 2 autres adversaires sont l'Équateur et les Pays-Bas. D'ailleurs, Sénégal-Pays-Bas, ça sera le premier match de ce groupe et ça sera lundi, coup d'envoi, 17h. Le groupe D, tirage au sort plus que difficile pour la Tunisie, qui tombe sur la France, le Danemark et l'Australie. Les coéquipiers de Wabi Kazri joueront à 14h mardi 22 novembre contre le Danemark. Le groupe F, l'un des plus exaltants, avec la Belgique, le Canada, le vice-champion du monde, la Croatie, et le Maroc, premier match pour les hommes de Walid Regragui contre la Croatie le 23 novembre à 11h. Groupe G, ce n'est pas fini. Un des groupes les plus attendus, celui du Cameroun, qui devra se défaire du Brésil, de la Serbie et de la Suisse. La Nati contre les Lions indomptables, jeudi 24 novembre à 11h. C'est le premier duel de ce groupe G où tout peut arriver. Groupe H, le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud et le Ghana forment ce dernier groupe. Le Ghana qui retrouve le Portugal comme en 2014. Le Portugal avait gagné 2-1, on s'en souvient. Coup d'envoi le 24 novembre à 17h. Et le Ghana qui retrouve l'Uruguay. Également. Qui avait joué un mauvais tour au Black Star en 2010. Il y a 8 groupes en tout, 32 équipes. On va y revenir en long, en large et en travers avec un focus sur le Sénégal et sur le Cameroun. Mais parmi ces 5 sélections, eh bien, laquelle ira le plus loin ? C'est la question que nous vous avons posée. Écoutez. L'Afrique pourra compter principalement sur 2 grosses nations. Pourquoi ? Parce que ce sont les nations les mieux classées au classement FIFA, bien sûr. Le Sénégal, je pense au Sénégal, 18e au classement. Ensuite, le Maroc. Pourquoi le Sénégal et le Maroc ? Parce que également, ils sont dans des poules, on va dire, qui sont abordables. C'est une Coupe du Monde qui va être assez chaude pour les Africains. Pourquoi je le dis ? Parce que quand on prend les représentants africains globalement, la seule équipe qui, pour moi, est à même de rivaliser avec certaines grandes nations du football du monde, c'est le Sénégal. Hein. Moi, je miserais sur le Maroc. Le Maroc, avec l'individualité, et ils ont un jeu collectif aussi qui peut les aider vis-à-vis de leur poule. Malgré avec la blessure du Marseillais, je suis toujours optimiste. Pour les autres pays, comme le Sénégal et le Cameroun, c'est des pays, peut-être que je dirais, qui ont la pression. Le Sénégal est la nation la plus attendue côté africain, mais pour moi, quand vous prenez le Ghana, vous prenez un peu le Ghana, le Maroc, ce sont des sélections qui n'ont pas la pression. Alors on entend beaucoup, Mathieu, parler du Maroc. On reviendra sur le Sénégal qui est champion d'Afrique, mais le Maroc et ce qu'on a entendu, ces individualités qui pourraient emmener les Lions de l'Atlas vers le 2e tour. Tout à fait, on a une équipe assez jeune et talentueuse. On pourrait faire presque un parallèle avec le Brésil, avec tellement d'individualités. Maroc-Brésil carrément. Maroc-Brésil carrément, je trouve. On a beaucoup de joueurs de ballon. On a du Sofiane Bouffal. On avait du Amin Harit, malheureusement il est blessé, mais on a un remplaçant, Hakim Ziyech, qui fait son retour depuis le nouvel entraîneur, la nouvelle nomination, pardon. Donc ouais, je pense qu'on a une très bonne équipe, très jeune. Il y a quelque chose à faire pour le Maroc. Et donc, un des favoris africains, forcément, le champion d'Afrique, le Sénégal. On reviendra sur le cas Sadio Mané, mais c'est normal, c'est légitime finalement que le Sénégal soit placé haut. Totalement, ils sont sur le toit de l'Afrique, comme on le sait. Ils ont énormément de joueurs talentueux, une défense de fer, un gardien de but qui était le meilleur l'année dernière, selon moi, sur l'année 2021. Sur nombreux observateurs, oui. Et en attaque, que des jeunes talents. Je veux dire, Sadio Mané, on en parlera juste après, mais Sadio Mané,
j'ai déjà un nom pour le remplacer. C'est qui? Crépin Diatta. Avant d'analyser ces 5 groupes et les forces en présence, on va prendre la direction de Doha. Vous avez sans doute vu circuler sur les réseaux sociaux des images de supporters de plusieurs nations, des supporters indiens. Alors il y a une petite polémique qui est née à quelques jours du début de la Coupe du Monde, savoir si ces supporters sont des vrais supporters ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? La polémique était justifiée ou pas, Mathieu? Je trouve que oui. On voit très bien que ces supporters ne sont pas forcément originaires du pays qu'ils ont l'air de supporter. Ça c'est interdit par aucune loi. C'est vrai, je suis d'accord. Alors peut-être que c'est une petite blague que nous font les personnes sur place, je ne sais pas. On aura plus de détails avec Lassana Camara, notre correspondant sur place. Dans les stades, en tout cas, les stades sont beaux et grands. Les stades sont très beaux, il y en a 8 au total, vous allez les avoir en images. Première image, le stade Al Bayt. 60 000 places, c'est énorme. Dimanche, c'est là que va se dérouler la cérémonie d'ouverture et le match Qatar-Équateur. On imagine que le stade sera plein à craquer. Il y a aussi le stade Lusail et ses 80 000 sièges, énorme. Le plus grand stade de la compétition. Ça, c'est pour la finale? Exactement, il accueillera la finale, mais aussi la rencontre Cameroun-Brésil. Alors, très important. Il y a un très beau match en perspective. Très beau match, on sera beaucoup à le regarder. Alors, il y a un autre stade qui a fait beaucoup parler de lui, c'est le stade 974, anciennement connu sous le nom de stade Ras Abou Aboud. C'est le stade des containers, c'est ça? Exactement. Alors, on l'appelle comme ça, pourquoi? Parce qu'il est démontable, transportable et réutilisable. C'est un véritable stade Lego de 45 000 places. Il fait quel temps à Doha? Alors, parce qu'on a parlé de stade climatisé, est-ce qu'il fait si chaud que ça à cette période de l'année ou pas? Selon les dernières nouvelles, il ferait 30 degrés en ce moment à Doha. Bon, 30 degrés, c'est quand même beaucoup. Oui, certes, mais on peut jouer au foot à 30 degrés ou on met la clim? On peut jouer au foot. Il me semble qu'en Russie, en 2018, il faisait cette température-là à peu près. Allez, on se plonge un petit peu plus dans la compétition qui démarre dimanche, on vous le rappelle. Focus sur le groupe A, le groupe du Sénégal, mais aussi, Mathieu, groupe du Qatar, le pays hôte. Le pays hôte est aussi un petit poussé dans la compétition, mais on a aussi une jeune équipe de l'Équateur qu'il faudra se méfier, et également les Pays-Bas qu'on ne présente plus. Ouais, les Pays-Bas qui n'étaient pas présents en 2018. Allez, on s'intéresse au champion d'Afrique qui va donc devoir se passer de sa star, Sadio Mané. Il y avait de l'espoir après cette blessure au genou, mais finalement, pas de miracle. C'est la fin d'un triste épisode. Il s'était blessé le 8 novembre dernier face au Werder de Brême en championnat. L'équipe médicale du Bayern Munich était plutôt positive et disait qu'il pouvait quand même jouer le mondial. Il a été convoqué par Il a été convoqué par Aliou Cissé. Il n'a pas fait partie du voyage. En revanche, il était encore en Allemagne. Et hier, la nouvelle est tombée. Et oui, nouvelle qui a été donnée par le médecin de la sélection sénégalaise qu'on écoute tout de suite. Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé. Et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, normalement, une intervention chirurgicale devrait être programmée très, très prochainement. Une opération carrément pour le pauvre Sadio Mané. Alors, on a parlé de coup dur. Mathieu, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que pourquoi? C'est le capitaine, c'est le leader, c'est le talisman de cette équipe sénégalaise. Et c'est un énorme coup dur pour cette équipe, mais aussi pour l'Afrique. C'est un des meilleurs joueurs. Il est deuxième au Ballon d'Or. Quand même, c'est pas rien. C'est pas rien, mais maintenant il faut aller de l'avant. Et puis très performant avec Liverpool et même avec le Bayern depuis qu'il l'a rejoint cet été. Ça a peut-être donné plus de responsabilités, Mathieu, à d'autres joueurs. Je pense à Bamba Dieng, le Marseillais notamment. Et oui, même si son début de saison a été plutôt timide, il a fait que 6 matchs et marqué un seul but, et c'est le moment de montrer qu'il a sa place dans cette équipe. Il a été sélectionné, il va jouer. J'ai l'impression qu'il est pressenti pour être titulaire. Il va falloir. Alors, il aura un lourd rôle. Remplacer Sadio Mané, ce n'est pas rien, mais il faut y aller. Et puis il y a Crépin Diatta aussi qui peut prendre plus de responsabilités. Néanmoins, on a le sentiment que ça change beaucoup de choses pour cette équipe du Sénégal. On les attendait au deuxième tour, les Lions de la Teranga. Oui, mais ils peuvent compter sur les autres leaders. On a beaucoup de leaders. On a un Kalidou Koulibaly qui est le deuxième capitaine de cette équipe, qui est un très bon défenseur. On le voit à Chelsea, on le voit tous les week-ends. Au milieu de terrain, on a du monde, on a des joueurs expérimentés. Gana Gueye, qui était d'ailleurs aussi capitaine à Everton.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de ce souci. Il n'y a pas de souci à se faire pour le Sénégal. On passe en revue les forces en présence dans ce groupe A avec les Pays-Bas, vous l'avez dit, ce sera lundi à 17h, Sénégal-Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est Louis van Gaal. Alors, ils étaient absents du Mondial 2018. Ils ont été sortis en 8e de l'Euro par la République tchèque. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, les Pays-Bas? Il y a des stars, toujours. Il y a toujours des stars et il y a du renforcement, je trouve, en défense avec beaucoup de jeunes. On parle souvent d'un certain Juren Timber qui joue à l'Ajax. Les Pays-Bas qui jouent maintenant dans une défense à 3 avec Van Dijk, ce Timber et Matthijs de Ligt. Défensivement, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'à l'Euro l'année dernière. Ils sont sortis face à la République tchèque en 8e, ouais. Je pense. Ça fait quelques temps qu'ils n'ont pas fait grand-chose quand même. C'est vrai, c'est un peu depuis 2014 et ce coup d'éclat qui nous a tous impressionnés. On attend toujours les Pays-Bas dans le dernier carré. Un mot sur le Qatar. On connaît moins bien cette équipe du Qatar, 50e au classement FIFA, champion d'Asie. Ils ont gagné la Coupe d'Asie, mais bon, c'était il y a 3 ans, hein, depuis le Covid et tout ça. Et la prochaine sera en 2023. C'est le dernier champion d'Asie. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette équipe? Beaucoup de joueurs locaux quand même. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de joueurs étrangers qui prennent la nationalité qatari. C'est pas le cas. C'est pas le cas et c'est des joueurs qui ont une grosse pression parce qu'ils jouent chez eux et on sait très bien que quand on joue une compétition chez soi, on a une énorme pression parce qu'on a une certaine chance, un certain avantage. Mais après, ils ont aussi un avantage en plus, c'est leur première participation et on est assez clément avec les équipes qui font leur première participation à une Coupe du Monde. Oui, enfin Clément, qui est Clément? L'arbitre. On verra ça. Il y aura quand même les résultats. On passe à l'Équateur. Alors l'Équateur, il y a un joueur à suivre, c'est Ener Valencia. C'est la pépite un petit peu, enfin la pépite non parce qu'il n'est pas si jeune, mais c'est la star un petit peu de cette équipe. Unique buteur équatorien au Mondial 2014, 74 sélections, 35 buts, c'est le meilleur buteur de l'Équateur. C'est un joueur à suivre. Moi, je pense qu'il y a un autre joueur à suivre. C'est pour ça que vous êtes là. Il joue en Angleterre. Il s'appelle Moises Caicedo. Retenez son nom. C'est vrai que c'est pas milieu de terrain qui a failli signer. Bon, il était en contact avec Manchester United. Il joue encore à Brighton. Il a 2 coéquipiers de la liste de l'Équateur qui jouent à Brighton également. C'est un très bon milieu de terrain. Alors, on dit souvent c'est un peu un milieu de terrain box-to-box. J'aime pas trop cette expression, mais on en reviendra. Et j'ai hâte de le voir dans ce mondial. Mais bon, le Sénégal devrait passer dans ce groupe quand même. Oui, Sénégal au moins 2e. On espère premier. Au pire, on le souhaite évidemment. On s'intéresse maintenant au groupe D, celui de la Tunisie avec le Danemark, la France et l'Australie. Ça aussi, c'est un joli morceau. L'équipe de France, forcément, favori objectif puisque champion du monde en titre. Benzema, Mbappé, Griezmann, il y a du monde, mais il y a aussi des blessés. Il y a beaucoup de blessés, on l'a vu au milieu de terrain. Je crois qu'il y a 5 forfaits au total pour l'équipe de France. Au milieu de terrain, on n'a pas de Pogba, on n'a pas de Kanté. Nkunku qui vient de se blesser. On n'a pas Mike Maignan. Bon, effectivement, Mike Maignan, je ne pense pas qu'il aurait été titulaire, mais c'était un bon remplaçant. Les milieux de terrain qui sont venus remplacer Pogba et Kanté, ils ont Chouameni Fofana et même Guendouzi, ils ont quelque chose à faire. Mais vous voyez la France aller loin, même si on imagine que objectivement la France va sortir première de son groupe, sauf malédiction du champion du monde. On connaît, c'est arrivé dans les dernières éditions que le champion du monde ne passe pas le premier tour. Vous les voyez quand même passer? Moi, je les vois passer. Je pense que le match du Danemark sera très compliqué. On les a rencontrés 2 fois cette année. C'était très dur. On a perdu à chaque fois. Enfin, la France a perdu, pardon. Moi, je nous vois plutôt arriver 2e. Je pense que la France arrivera 2e. Et derrière un Danemark qui se connaît, une équipe qui est un peu la même, on va dire, depuis plusieurs compétitions. Un mot sur l'Australie, 38e FIFA, qui s'est qualifiée via les barrages. L'Australie, c'est un petit peu l'inconnu de ce groupe. Mais bon, voilà, ce sont toujours des équipes qui sont compliquées à manœuvrer quand même. Totalement, on se souvient de la dernière Coupe du Monde. La France avait affronté l'Australie c'était son premier match. Tour. Et c'était un raté total. Bon, la France avait gagné dans les derniers instants grâce à la VAR. Mais attention à cette équipe. Attention à cette équipe. Allez, on va regarder la liste de la Tunisie. La Tunisie où il y a eu des polémiques pour la liste de Jalal Kadri avec notamment 4 gardiens. Alors, il n'a pas fait appel à un jeune gardien qui aurait mérité, selon les observateurs tunisiens, d'y être. 4 gardiens, dont un vétéran de l'Étoile du Sahel. Parce que bon, il y a des petits soucis dans certains clubs et on sait que la FIFA indemnise les clubs
des joueurs sélectionnés et ça a été une des façons de travailler du sélectionneur tunisien. Quelques joueurs qu'on connaît, Wabi Kazri, Naïm Sliti notamment, Montassar Talbi qui joue à Lorient. Alors les Aigles de Carthage, on ne les attend pas forcément au deuxième tour. Non, pas forcément. C'est vrai que c'est des joueurs qui sont pas très connus du grand public. Kazri quand même. Kazri, mais est-ce que Kazri à Montpellier, c'est le même Kazri qu'on connaissait à Rennes? Et plus tout jeune. Plus tout jeune. Il y a quand même de la jeunesse. Talbi qui joue très bien à Lorient. Ce sera d'ailleurs le seul Lorientais qui sera à la Coupe du Monde. Et il y a un autre jeune qui s'appelle Hannibal Mejbri qui joue à Birmingham. C'est un joueur qui était formé en France effectivement, et qui est prêté par Manchester United. Beaucoup d'attentes sur ce jeune joueur. Le groupe F, à présent avec le Maroc. Le Maroc qui a perdu dimanche à Monaco l'un de ses meilleurs joueurs, Amin Harit, entorse des ligaments croisés, si ce n'est plus. Il va être remplacé par un joueur qui s'appelle Anas Zaroury. Vous le connaissez? Tout à fait. Il a 22 ans. C'est un ailier gauche, attaquant gauche. Il joue à Burnley, l'équipe qui est en tête de Championship, deuxième ligue anglaise. Et il est coaché par un certain Vincent Kompany. Il est à le Belge, 4 buts et 2 passes décisives en 13 matchs. Alors on l'a entendu, ouais, c'est pas mal. C'est très bien, moi je prends. On l'a entendu dans le micro-trottoir, le Maroc qui fait partie des favoris, des gens qui sont abonnés, en tout cas qui regardent Télé Sud. On va remettre la liste du Maroc et évidemment on peut confirmer qu'il y a pas mal d'individualités qui peuvent aider l'équipe de Walid Regragui à sortir du premier tour, ce qu'il n'avait pas fait en 2018. On a entendu les noms de Boufal, de En-Nesyri, Ziyech, Hakimi qui joue au Paris Saint-Germain. Alors cette équipe du Maroc, c'est vrai que sur le papier, il y a des très très bons joueurs, des joueurs expérimentés, et un nouveau sélectionneur, Walid Regragui, donc c'est sa première à ce niveau, il succède à Veid El Ilodic. D'ailleurs, je crois que pour cette Coupe du Monde, toutes les sélections africaines ont un entraîneur de l'origine du pays entraîné. Moi, je pense que c'est un plus. C'est un plus. Alors, il y aura du monde en face, puisqu'il y a la Croatie, la Belgique notamment, et le Canada. On va passer en revue assez rapidement ces équipes. La Croatie, finaliste 2018, c'est la Croatie de Modric. Il est vieillissant, mais il est toujours performant. Pour moi, il n'a pas pris une ride depuis 2018. C'est incroyable, on le voit si vous regardez le Real de Madrid le week-end. Cette équipe, elle est phénoménale. Il y a d'autres joueurs de cet effectif de Madrid qu'on retrouvera dans cette Coupe du Monde. Mais pour moi, Kovacic, Brozovic, même le jeune Lovro-Mayer qui joue à Rennes, c'est fantastique. C'est vrai que c'est pas mal. Il y a la Belgique deuxième au classement FIFA, demi-finaliste en 2018. Des inquiétudes, Romelu Lukaku qui est blessé, Eden Hazard qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais bon, il y a toujours Kevin De Bruyne. On a aussi quelques jeunes. Je pense surtout à De Ketteler, Arthur Théâtre qui joue à Rennes et un certain Openda aussi qui joue à Lens et qui fait que de marquer également. Des joueurs qui auront leur chance au mondial. Mais c'est vrai que Vertonghen, Alderweireld, c'est vieillissant. Alors on a parlé tout à l'heure d'Anas Zaroury qui remplace Amin Harit du côté des Lions de l'Atlas du Maroc. Il aurait pu jouer avec les Diables Rouges puisqu'il a la double nationalité. Un mot sur le Canada. Canada, on connaît surtout Jonathan David, le buteur lillois. Il y a aussi Ike Ugbo qui joue à 3 et Alphonso Davies du Bayern. On passe au groupe G, celui du Cameroun, les Lions indomptables qui se veulent très ambitieux, Mathieu. Effectivement, après une qualification plutôt ric-rac, on va le dire, face à l'Algérie, les Lions indomptables arrivent avec quand même beaucoup de sûreté au Qatar. En ce moment, leurs joueurs, surtout en attaque, Choupo, Toko, ils sont en forme. Au milieu de terrain, Zambo Anguissa, il n'a jamais été dans cette forme. De Naples. C'est incroyable. Il faut faire attention à eux. Et pour parler des Lions indomptables, on va entrer en connexion avec notre spécialiste, notre expert, Richard Naha d'africafoot.fr. Bonjour Richard. Bonjour David Astorga et bonjour à tous ceux qui constituent ton panel. Salut Richard. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe du Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé depuis les barrages victorieux pour la qualification en Coupe du Monde? Il s'est passé qu'il y a une liste qui est arrivée, une liste de 26 qui a connu beaucoup de polémiques, malgré le fait que le Cameroun s'est qualifié et que les Camerounais ne sont pas satisfaits de la liste. On voit bien que le groupe de Rigobertson est en train
faire sa préparation actuellement aux Émirats arabes où ils vont jouer contre le Panama demain. Et ben voilà, ainsi va le Cameroun. Alors, dans quel état d'esprit, justement, se trouve cette équipe de Rigobert Song? On va revenir sur les polémiques après, mais dans quel état d'esprit elle attaque la compétition? Mais justement, l'équipe de Rigobert Song attaque très bien la compétition parce que depuis mardi, les internationaux, puisque l'équipe de Rigobert Song, il y avait une première partie qui était arrivée, une partie de 5 joueurs, et l'autre partie est arrivée depuis mardi, et les entraînements vont bon train. Et le moral est au beau fixe. C'est vrai qu'il y a certains joueurs comme Gaël Ondoa qui ont des petites difficultés et qu'on pourrait changer au cas où, mais pour le moment, les morales sont au bon, les troupes sont au bon. Comment je vais dire ça? Le moral est au beau fixe, quoi. Alors, moral au beau fixe pour les Camerounais, et notamment le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qu'on ne présente plus, qui a fait quelques déclarations très très optimistes pour les Africains et pour le Cameroun dans ce tournoi. Mais justement, David, Samuel Eto'o, je pense qu'en tant qu'ambassadeur de la Coupe du Monde, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, il est l'ambassadeur pour l'Afrique de la Coupe du Monde. Et il a traversé beaucoup de pays qualifiés. Et il avait tenu ce discours en disant que l'Afrique a droit de citer. Sa dernière interview à BBC, il a encore réitéré en disant que le Cameroun, les pays africains ont leur droit au chapitre plutôt, et qu'il faut 7 matchs pour gagner le trophée de la Coupe du Monde. Donc voilà, je pense que si tous les pays africains se mettent dans cet état d'esprit, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de surprise au niveau africain. Alors ça va quand même être compliqué pour le Cameroun, hein, Richard, parce que ce groupe G, là, il fait un petit peu peur quand même. Il y a le Brésil, la Suisse, la Serbie, qui est considéré comme un outsider très sérieux. Oui, c'est vrai, David. C'est vrai que moi, dans le groupe du Cameroun, il n'y a que la Suisse et la Serbie que le Cameroun n'a pas encore rencontré. Mais sinon, le Cameroun est habitué au Brésil parce que c'est vrai que le Cameroun n'a jamais gagné le Brésil dans une phase de Coupe du Monde. Mais quand même, le Cameroun a déjà gagné le Brésil pendant les Jeux Olympiques. Mais l'équipe la plus redoutable dans cette poule pour moi, c'est cette équipe serbe. Parce qu'il faut quand même dire qu'ils ont des joueurs comme Dimitrovic, le gardien qui joue à Séville. Il y a les Babic, Mitrovic de Retafe, Mlanovic et certains autres attaquants comme Vlahovic, Radonjic, qui est un ancien de Marseille, Jovic. Donc c'est vraiment, pour moi, l'équipe la plus redoutable de cette poule. C'est cette équipe serbe qui nous fait peur. Mais malgré la défaite aujourd'hui de l'équipe suisse contre l'équipe ghanéenne, je pense que l'équipe suisse est la plus prénable de cette poule pour le Cameroun. Merci beaucoup Richard Naha pour ces explications, ces éclaircissements sur les Lions indomptables. On vous retrouve pendant toute la Coupe du Monde et même pendant toute la saison sur africafoot.fr. Merci beaucoup. Le groupe G, c'est le groupe de la peur, donc avec le Cameroun qu'on vient d'évoquer avec Richard Naha, mais aussi avec la Suisse, la Serbie et le Brésil. Mathieu, le Brésil, c'est l'épouvantail de cette Coupe du Monde. Le Brésil fait très très peur. Je pense que chaque remplaçant pourrait être titulaire dans n'importe quel grand club d'Europe. C'est vrai qu'il y a du talent à tous les étages, hein. Neymar, Vinicius notamment. Et puis derrière, il y a du beau monde aussi avec Marquinhos, Thiago Silva. Il y a Paqueta qu'on n'a pas trop vu en Angleterre, je crois que c'est à Newcastle. Voilà, mais ce sont des joueurs, Martinelli, Gabriel Jesus qui flambent avec Arsenal. Ça va être compliqué quand même pour le Cameroun, d'autant qu'il n'y a pas que le Brésil, il y a la Serbie aussi. La Serbie qui a des joueurs assez rudes. On a du Alexander Mitrovic. Je vous rappelle que l'année dernière, il a mis plus de 40 buts en deuxième division anglaise. Et sa saison avec Fulham. Sa saison avec Fulham, je crois qu'il a déjà à peu près 10 buts. Bon, là, récemment, il était blessé. Vlahovic aussi, son compagnon d'attaque, était blessé. Mais attention, comme d'habitude, une Coupe du Monde, quand on porte les couleurs de son équipe,
on est porté. On est galvanisé. On est galvanisé. Et puis, il y aura la Suisse d'Embolo aussi, Mbolo qui est né au Cameroun, Mbolo, Shaqiri notamment. On termine avec le groupe H, c'est celui du Ghana. Peut-être le plus hétéroclite, ce groupe avec le Portugal, la Corée du Sud et l'Uruguay. Alors on l'a dit, le Ghana connaît des adversaires, le Portugal, vous en avez parlé tout à l'heure, et l'Uruguay qui lui avait joué un mauvais tour en 2010. C'était sûrement l'un des faits les plus marquants de cette Coupe du Monde 2010. Je pense qu'on se souvient tous d'être devant notre poste de télévision et voir la main injuste de Luis Suarez qui avait privé le Ghana d'une demi-finale de Coupe du Monde. Une demi-finale sur son continent, ça aurait été incroyable et malheureusement, moi je crois que j'avais pleuré, j'avais 10 ans, j'avais pleuré. C'est vrai ? C'est vrai. Moi j'étais en Afrique du Sud et ça m'avait marqué. La liste des Black Stars avec des noms qu'on connaît, il y a les frères Ayou, notamment, mais pas que. Il y a pas mal de talents aussi dans cette liste du Ghana. Gideon Mensah qui joue à Auxerre, Salif Abdou Samed qui marche très très bien avec le Racing Club de Lens, Thomas Partey d'Arsenal, Iñaki Williams qui joue lui en Espagne à l'Athletic Bilbao. C'est toujours solide le Ghana. Je pense que le Ghana peut aller loin dans cette compétition. Ils peuvent se Carrément. racheter c'est façon de le dire, beaucoup dire. De 2010, en 2010. Allez, on arrive à la fin de cet hebdo du mondial. Un petit mot quand même sur d'autres favoris qu'on n'a pas évoqués. L'Allemagne, l'Angleterre et l'Argentine de Lionel Messi. L'Argentine de Lionel Messi, peut-être sa dernière Coupe du Monde, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. J'ai l'impression que tous ses coéquipiers vont tout faire, je sais pas, genre envoyer des ballons, réveiller les adversaires dans l'hôtel pour aller en finale. Je pense que l'Argentine sera au moins dans le dernier carré et pourquoi pas la finale. Voilà, vous savez tout sur cette 22e édition de la Coupe du Monde qui démarre donc dimanche. Il y aura un premier match africain avec le Sénégal. Lundi, ce sera face aux Pays-Bas et ce sera sans Sadio Mané. C'est quand même la grosse info avant le début de cette compétition. Merci Mathieu. Merci David. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à se raconter les histoires du mondial. Rendez-vous la semaine prochaine sur Télé Sud dans l'hebdo du mondial.